72, 3600, 13, 541. Si ces chiffres vous parlent, c'est que vous avez déjà entendu cette histoire. Si ce n'est pas le cas, bienvenue à toutes et à tous dans le Confiture de Culture, le plus impressionnant que j'ai eu à vous préparer à ce jour. Bienvenue donc à toutes et à tous dans ce Confiture de Culture. Aujourd'hui on est le 7 octobre, ça fait donc un peu plus d'un mois que la rentrée est arrivée pour la majorité d'entre vous. Et puis si vous travaillez, bon courage à vous, puisque vous travaillez toute l'année et que votre rentrée, elle n'existe plus. L'histoire se passe donc en 1972 et cette équipe de rugby de l'Uruguay doit partir pour faire un match amical au Chili. Qui dit Chili dit Amérique du Sud, et qui dit Amérique du Sud dit bien évidemment la Cordillère des Andes. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la Cordillère des Andes, c'est cette grande chaîne de montagnes qui traverse la quasi-totalité de l'Amérique du Sud. Et quasiment tous les Américains du Sud ont cette montagne dans leur champ de vision. On All Christians devront prendre l'avion pour se rendre donc au Chili et passer par-dessus la Cordillère des Andes. Et ils iront à 45 personnes. Il y a donc toute l'équipe de rugby, quelques proches et même des supporters de l'équipe. Et après une petite escale forcée pour cause de mauvais temps, notre petite équipe repart à bord du vol 571, direction la capitale du Chili, Santiago. Et c'est là que tout va commencer. Pendant une phase de turbulence, et tous les hublots sont quasiment obstrués par le mauvais temps, au bout d'un moment, la vision se dégage et tout l'équipage voit plein de pics rocheux qui sont bien trop près des ailes de l'avion. Malheureusement pour les deux pilotes, il est bien trop tard pour reprendre de l'altitude et c'est l'aile droite qui va percuter un morceau de montagne. Et c'est alors que l'avion va entamer une chute à plus de 300 km/h en plein la Cordillère des Andes. Je vous rappelle qu'ils sont 45 dans l'avion va percuter un mur épais de neige et va tuer sur le coup 12 personnes dans l'avion. Les survivants se retrouvent isolés à 3600 mètres d'altitude avec aucun moyen pour appeler de l'aide et bien évidemment quasiment aucun vivant. De plus, ils étaient partis pour une rencontre sportive amicale, ils n'ont donc aucun vêtement adapté à une période prolongée en montagne enneigée, surtout à une telle altitude. Dès le lendemain, on pourra compter 4 morts supplémentaires qui auront succombé à leurs blessures pendant la nuit. En plus de ça, il faut rajouter à leur malchance que, bien évidemment, l'avion a disparu des détections radars, et donc les gouvernements ont envoyé des avions à la recherche, et pour voir des débris d'avions dans de la neige, c'est quasiment impossible, la chaîne de montagne est énorme, et toutes les recherches se solderont par un échec. Alors ça, bien évidemment, l'équipage ne pourra pas l'apprendre, en tout cas dans l'immédiat. C'est un certain Marcelo Pérez, le capitaine de l'équipe, qui va prendre son rôle de capitaine bien au-delà de ce qu'on lui a préparé et va essayer de tenter de ressaisir ses troupes et d'essayer d'organiser un plan de survie. À cette altitude, le vent est extrêmement glacial, il faut donc essayer de se protéger de ce vent et donc les survivants vont commencer à rassembler des morceaux d'avion, des morceaux de débris des fauteuils et ils vont tasser tout ça dans le cul de l'avion qui s'est détaché du reste et vont tenter de l'utiliser comme abri de fortune. Tous les cadavres vont bien évidemment être déplacés afin que les gens n'aient pas à subir la vue de tous leurs camarades morts, et cette situation va rester ainsi pendant 8 jours. La seule chose notable à retenir, c'est qu'au bout de 72 heures après le crash, un des membres de l'équipe qui était tombé dans le coma réussit à sortir de son coma. Malheureusement pour lui, au bout des 8 jours, c'est sa sœur qui va mourir de froid et de faim, rajoutant donc un mort supplémentaire à la liste déjà bien lourde. Ils ont réussi à se rationner au niveau du peu de vivres qu'ils avaient avec eux, mais seulement au bout de 8 jours, ça ne suffit plus, ils n'y arrivent plus, et alors ils vont même essayer de tenter de leurrer leur faim, tenter de tromper leur estomac en mangeant des morceaux de fauteuil, des bouts de cuir, pour essayer de remplir leur estomac et d'avoir une sensation de satiété. Mais bien évidemment, ça ne va pas suffire et il va falloir trouver une solution. Ils vont donc commencer à discuter entre eux et ils vont bien évidemment arriver tous à un commun accord. Ils ont de la viande à porter. C'est une décision extrêmement difficile à prendre, mais s'ils veulent survivre, ils sont dans l'obligation de manger de la viande. Alors bien évidemment, après avoir pris la décision de manger une partie des gens qui sont décédés, il leur faudra encore plus de temps
encore plus de jours, hein, bien évidemment, pour pouvoir passer le cap, sachant que c'est extrêmement difficile puisqu'ils sont venus tous entre eux, c'était l'équipe, les proches et les supporters, donc on peut imaginer que les supporters c'était presque des amis, et donc ils vont prendre une décision et ils commenceront par les personnes qui connaissent le moins, qui sont bien évidemment les pilotes. Pour pouvoir se découper des morceaux de chair à manger, ils vont utiliser des bouts de hublot cassés afin de pouvoir les utiliser comme couteau tout simplement et de pouvoir rationner la nourriture qu'ils ont donc à leur portée. Ce que je connaissais de l'anecdote s'arrêtait là, je savais qu'une équipe de rugby s'était crachée en montagne et que pour survivre ils avaient dû manger le cadavre des gens des gens qui étaient morts tout simplement. Ce que je ne savais pas déjà et qui est extrêmement difficile, c'est que c'était des gens qui étaient jeunes, c'était des étudiants, ils avaient tous la vingtaine, ils se connaissaient tous depuis très très jeunes, depuis certains le collège, peut-être même avant, ils avaient tous grandi ensemble. Donc déjà ça c'est vraiment extrêmement difficile, je vous laisse imaginer si vous étiez obligé de manger un de vos meilleurs amis, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement fou. Et surtout, il n'aurait pas arrivé que ça, ils n'ont pas juste dû manger et après on les a trouvés. À partir du 11e jour, ils ont réussi à bricoler la radio qui était cassée de l'avion et ils ont réussi à capter une fréquence. Malheureusement, le micro était HS, ils ne pouvaient que entendre et donc ils ont entendu le 11e jour après le crash que les forces des gouvernements arrêtaient les recherches et considéraient comme peine perdue la recherche donc de cette équipe de rugby. Ils savent donc dorénavant qu'ils n'ont aucun vivre, ils sont perdus à 3600 mètres, ils voient leurs proches mourir les uns après les autres, ils doivent manger leurs proches qui sont décédés, et ils savent maintenant qu'on ne viendra plus jamais les chercher. Parmi les 3 plus robustes des survivants, ces 3 personnes vont décider de partir en éclaireur, essayer de voir s'il n'y a pas un relais quelque part, pas très loin au niveau des reliefs. Mais ils peuvent pas partir comme ça parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour survivre en pleine neige. Et donc ils vont se fabriquer des raquettes avec des coussins. Ils vont même se fabriquer des lunettes de soleil parce qu'il faut se protéger les yeux à une telle altitude. Ils vont utiliser la structure en plastique d'un dossier. Ils vont, pour faire la carcasse des lunettes, ils vont utiliser des bretelles de soutien-gorge pour en faire l'élastique pour tenir le tout. Et ce sera une partie des cockpits des pilotes qui serviront à faire les verres des lunettes de soleil. Donc vous pouvez voir la photo qui est donc juste là. Comme vous voyez, c'est très rudimentaire, mais ils n'avaient pas mieux pour partir en exploration. Je vous le donne dans le mille, cette exploration n'aura servi à rien, et il y en a même un des 3 qui aura perdu ses lunettes pendant l'expédition, et il en reviendra quasiment aveugle. Bien évidemment, tout cela ne suffit pas. Le 17e jour, une énorme avalanche s'abat sur la montagne où il se trouve, qui va tuer 8 personnes supplémentaires, dont le capitaine qui avait été leur maillon fort, qui les avait tous unis, qui les avait tous renforcés, qui leur avait fait tenir bon au niveau du moral. Voilà, ils ont donc perdu ce qui était leur source de courage, et donc ça rajoute encore une fois une douleur supplémentaire. Enfin, je sais pas si vous imaginez, c'est quand même incroyable, ils ont les éléments qui se déchaînent sur eux, c'est complètement dingue. Je vous ai dit que le crash a eu lieu un vendredi 13, il a eu lieu au mois d'octobre. Et même après cette avalanche, les survivants vont continuer à envoyer des personnes pour faire des escapades de reconnaissance, et ils feront ça jusqu'au 12 décembre, où à partir de ce moment-là, je vous rappelle qu'on est dans l'hémisphère sud, le climat va se réchauffer. Et donc, les 3 plus robustes vont s'habiller le plus chaudement possible en prenant plusieurs paires de chaussettes, plusieurs t-shirts, plusieurs pantalons, histoire de vraiment avoir vraiment très très chaud. Et ces 3 personnes vont partir et ne reviendront que lorsqu'ils auront trouvé, enfin s'ils arrivent bien évidemment, à trouver du soutien. Leur équipement, toujours des coussins en guise de raquettes, ils ont pris des plaques d'isolation pour leur servir de couverture, et bien évidemment leur ration de nourriture, je vous donne dans le mille, des morceaux de chair humaine pour pouvoir tenir bon pendant toute leur expédition. Il leur aura donc fallu 3 jours et 2 nuits pour atteindre le sommet du pic où ils se trouvent, pour découvrir qu'au final ils sont au milieu de nulle part. Aucun repère, aucune antenne relais, aucune cabane, rien, pas de ville à l'horizon, pas
de transport, absolument rien. Ils sont perdus et ça fait plus de 70 jours qu'ils sont tous isolés à avoir subi la perte de tous leurs camarades et d'avoir dû manger aussi leurs proches. Ils continueront donc leur escapade et ils mettront 9 jours et près de 110 km à pied pour enfin tomber au loin sur quelqu'un à cheval dans un champ à qui ils auront pu expliquer leur situation et à partir de là, on aura pu aller les récupérer en hélicoptère. Au début, ils étaient donc 45 et ils finissent à seulement 16 survivants. Voilà, c'est une histoire complètement dingue. Comme je vous l'ai dit, moi, je pensais connaître cette histoire. Je savais que oui, t'as déjà entendu, c'est cette équipe de rugby qui s'est crashée en avion, ils ont dû manger leurs cadavres et tout. Enfin, c'est complètement hallucinant, là. Tous ces gens se connaissaient. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une histoire incroyable. Et je voulais vous la partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez la totalité de cette histoire, si vous la connaissiez, et sinon comment vous l'aviez trouvée. J'espère qu'elle ne vous a pas trop choqué, c'est quand même un peu particulier. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien comme dit l'autre, et puis gardez votre soin. Allez, salut!